Le 10 juin 1944, un modeste village au cœur de la France, 642 vies éteintes en l'espace de 6 heures. Aujourd'hui, plus de 80 années se sont écoulées, les artères du village demeurent vides, les habitations restent privées de toiture, les anciens rails du tramway, rongés par la rouille, ne conduisent désormais nulle part. Oradour-sur-Glane n'a pas été rebâti, il n'a pas été démoli, il a simplement été abandonné au temps. Parcourir Oradour de nos jours ressemble à l'exploration d'une image figée dans la destruction. Chaque paroi noircie par les flammes, chaque objet du quotidien transformé en vestige, chaque élément de l'église déformé par l'incendie demeure exactement là où il se trouvait ce samedi après-midi. Le silence qui habite ce lieu n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est une présence tangible, c'est un poids, c'est une interrogation. Par décision présidentielle, les vestiges ont été conservés dans leur état d'origine, non pas comme une exposition muséale, ni comme un site touristique ordinaire, mais comme une blessure béante dans le territoire français, comme une preuve irréfutable, comme un témoignage vivant d'un passé que l'humanité se doit de préserver dans sa mémoire, même lorsque la souffrance reste vive. Si vous accompagnez ce voyage à travers des récits authentiques que le temps a tenté de faire disparaître, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne. Nous ne créons pas du divertissement superficiel, nous construisons des mémoires collectives, et certaines mémoires nous demandent de ralentir, de respirer profondément, de ne pas détourner notre regard. Ce documentaire est éprouvant à visionner, c'est une histoire véritable, profondément perturbante mais essentielle. Oradour n'a pas été anéanti par une calamité naturelle, il n'a pas été bombardé par méprise. Ce n'était pas le lieu d'un affrontement entre forces militaires, c'était tout autre chose. Un acte soigneusement orchestré contre des personnes désarmées, un après-midi semblable aux autres. Et la décision de tout conserver à l'identique après l'incendie révèle quelque chose sur la nature du traumatisme collectif, sur le devoir de. Il existe des localités fantômes partout dans le monde. Pripyat en Ukraine, Kolmanskop en Namibie, Cracow en Italie. Des endroits abandonnés par le temps, par l'économie, par l'épuisement des ressources, mais Oradour est différent. Oradour a été assassiné, et son corps a été délibérément laissé sans sépulture. En franchissant les portes du site commémoratif, on aperçoit une plaque. Quelques mots seulement. Souviens-toi, se souvenir, pas visiter, pas observer. Se souvenir comme un devoir moral, comme une obligation, comme si l'oubli constituait une seconde mort. Les ruines s'étendent sur plusieurs hectares, des artères entières figées dans la destruction, le cabinet médical conserve encore ses instruments sur la table, la boulangerie présente encore de la farine sur ses étagères, le fer à repasser repose toujours sur le comptoir, des objets banals devenus, malgré eux, des reliques, témoins silencieux de vies interrompues en un souffle. Mais pour comprendre pourquoi ce village est devenu un lieu de mémoire, pourquoi la France a choisi de ne pas reconstruire, de ne pas effacer, de ne pas tourner la page, il nous faut revenir en arrière. Il nous faut connaître Oradour quand c'était encore un véritable village, quand ses habitants possédaient des voix, quand ils possédaient un avenir. Nous devons parcourir ces mêmes rues mais alors pleines de vie. Nous devons apprendre à connaître les gens qui vivaient, leurs noms, leurs habitudes, leurs projets pour le lendemain, car c'est seulement alors que nous pourrons. Une question posée à chaque génération. Vous souvenez-vous, comprenez-vous, savez-vous de quoi l'humanité est capable lorsqu'elle perd toute compassion? Voici l'histoire d'Oradour-sur-Glane, le village décédé un samedi d'été et qui, d'une certaine façon, n'a jamais vraiment été enterré. Avant de poursuivre ce récit, je dois marquer une pause nécessaire. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple narration. C'est un travail de reconstitution historique qui a nécessité des mois de recherche. Documents officiels, témoignages de survivants, archives françaises et allemandes, photographies rarement diffusées, cartes d'époque, lettres personnelles, rapports médicaux, transcriptions de procès. Cette chaîne existe précisément pour cela, mettre en lumière des histoires vraies que la mémoire collective préfère souvent oublier, des histoires dérangeantes nécessaires authentiques. Si ce type de contenu vous tient à cœur, si vous croyez que la mémoire historique est essentielle, soutenez cette chaîne dès maintenant. Activez les notifications, non pas pour moi mais parce que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, elles méritent des témoins, elles méritent que quelqu'un continue de les transmettre, même quand c'est difficile à entendre. Nous ne produisons pas de titres sensationnalistes, nous ne déformons pas les faits pour susciter des réactions émotionnelles superficielles, nous n'inventons pas de théories conspirationnistes. Nous travaillons avec des sources fiables, de manière responsable et dans le respect des victimes et de leurs proches. Et des histoires comme celle-ci, réelles, documentées, profondément humaines, méritent un public prêt à les écouter sérieusement. Alors, si vous êtes vraiment présent ici, si vous êtes prêt à parcourir avec moi les ruines d'Oradour et à comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi cela compte encore, bienvenue. Restez, suivez-moi jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer n'est pas seulement le récit d'une tragédie.
c'est une enquête sur la mémoire, le silence, une justice impossible et la décision d'une nation entière de garder une blessure ouverte comme forme d'éducation. Revenons dans le passé, 1944. La France est occupée depuis 4 années, mais si vous aviez été à Oradour-sur-Glane au printemps de cette année-là, vous n'auriez peut-être pas ressenti aussi directement le poids de la guerre. Bien sûr, il y avait le rationnement, il y avait la peur, il y avait une présence allemande dans les grandes villes, mais Oradour était petit, discret, sans importance stratégique. Un village d'un peu plus de 300 habitants permanents niché dans le Limousin, en plein centre-ouest de la France. Rue pavée, maison en pierre au toit d'ardoise. Une église au centre, une école primaire, une boulangerie, un médecin, un forgeron. Tout ce qu'il faut à une communauté rurale française pour vivre en relative autonomie. Oradour n'avait ni caserne militaire ni usine d'armement. Ce n'était le quartier général d'aucun groupe de résistance organisé. C'était juste un village ordinaire, paisible, oubliable. Mais en juin 1944, Oradour comptait près de 700 habitants. Pourquoi ? Parce que des familles entières venues des grandes villes s'y étaient réfugiées, fuyant les bombardements alliés, la paranoïa allemande et l'escalade de la violence. Oradour semblait un havre de paix, loin de tout invisible. Parmi les habitants se trouvait Paul Desroches, le médecin du village. Son cabinet se situait rue principale. Il soignait les enfants atteints de rougeole, les personnes âgées souffrant de rhumatisme et les femmes enceintes. Son fils avait 12 ans. Il y avait aussi la famille Beaumont. Marguerite, la matriarche, avait 47 ans. Elle vivait avec ses enfants et petits-enfants dans une maison près de l'église. Le samedi était jour de marché. On y achetait du pain frais. On bavardait avec les voisins et on laissait les enfants jouer sur la place. À l'école primaire, le directeur Roger Lefebvre préparait les enfants pour le spectacle de fin d'année. Il y avait des répétitions, il y avait des rires, on voyait déjà l'avenir se dessiner dans les cahiers d'école. Denis et Odette Moreau tenaient la boulangerie. Ils se levaient tous les jours à 4 heures du matin. L'odeur du pain frais rythmait le quotidien du village. Les gens faisaient la queue devant la porte avant même que le soleil ne soit levé. Il y avait Martial Renard, le forgeron, Hubert Chevalier le maire, Jean Lambert le commerçant, des noms des gens, des vies avec leurs routines, leurs soucis, leurs petits bonheurs. Voici le point crucial. Oradour n'était pas un symbole, ce n'était pas une cible idéologique, ce n'était pas un bastion de la résistance, c'était simplement une communauté de gens ordinaires qui tentaient de survivre à la guerre sans y prendre part directement, et c'est peut-être précisément ce qui rend ce qui s'est passé si incompréhensible, car l'horreur absolue n'a besoin d'aucune justification stratégique, elle n'a besoin d'aucune logique militaire, parfois, elle choisit simplement un lieu au hasard et elle détruit tout. Mais pour comprendre comment Oradour est devenu ce lieu, il faut saisir le contexte plus large. L'Europe en flammes, la France occupée et une division militaire allemande en route. Reconstruisons Oradour tel qu'il était autrefois. Le samedi était différent, les rues étaient plus animées, une énergie particulière régnait dans l'air, le marché se tenait sur la place centrale, les agriculteurs apportaient des pommes de terre, des carottes, des œufs frais, les femmes négociaient les prix, les enfants couraient entre les étals. La boulangerie Moreau ouvrait à 5 heures du matin. L'odeur du pain frais embaumait les rues encore désertes, les gens faisaient la queue avant 6 heures, le pain était une monnaie d'échange, un rituel, l'élément central de la table française. Denis pétrissait la pâte depuis l'âge de 14 ans, il connaissait chaque client par son nom. Rue principale, le cabinet du docteur Paul Desroches se trouvait au rez-de-chaussée de sa maison. Il soignait les paysans aux mains calleuses, les enfants souffrant de fièvre inexpliquée, les femmes enceintes qui avaient plus besoin de paroles rassurantes que de médicaments. Son fils de 12 ans l'aidait à ranger le matériel médical après l'école. L'école primaire comptait 2 classes, une pour les garçons, l'autre pour les filles. Le directeur Roger Lefebvre était strict mais juste. Début juin, les enfants répétaient un spectacle pour la fin de l'année scolaire, des poèmes de Victor Hugo et des chansons folkloriques françaises. On sentait la nervosité des rires, les cahiers étaient couverts de notes manuscrites. Marguerite Beaumont vivait avec sa famille dans une maison en pierre près de l'église. Elle avait 47 ans, 2 filles et un petit-fils de 7 mois. Le samedi, elle allait au marché acheter des légumes. Elle discutait avec ses voisines du rationnement, des rumeurs selon lesquelles la guerre touchait à sa fin et du prix toujours plus élevé du sucre. Il y avait aussi les réfugiés, des familles entières venues de Lorraine, de Paris, de Lyon, fuyant les bombardements alliés qui s'étaient intensifiés après le débarquement. Oradour semblait suffisamment isolé pour être sûr, il n'y avait pas de cible militaire, il n'y avait pas d'usine, rien ne justifiait sa présence sur les cartes stratégiques.
Le village avait son propre rythme. La cloche de l'église sonnait les heures, le train passait 2 fois par jour à la gare voisine, le forgeron travaillait, la forge restait allumée même sous la chaleur, le bruit du marteau frappant l'enclume résonnait dans les ruelles étroites. Tout le monde se connaissait, absolument tout le monde, par nom, par histoire familiale, par lien de parenté, des mariages unissaient les familles installées là depuis des générations, on pleurait les décès collectivement, on fêtait les naissances avec du vin et du fromage. Rien de tout cela n'était exceptionnel, c'était simplement la vie ordinaire, prévisible, humaine, et cette normalité est importante car bientôt elle serait effacée si brutalement que la France déciderait de ne jamais la reconstruire. Mais Oradour n'existait pas en vase clos. 6 juin 1944, jour J, les forces alliées débarquent en Normandie, la libération de la France occupée a commencé, Hitler le sait, ses généraux le savent, et la riposte allemande fut immédiate, la politique de la terre brûlée, une répression brutale, la peur comme stratégie. La France était occupée depuis 1940. 4 années d'humiliation, de collaboration et de résistance clandestine. Le gouvernement de Vichy collaborait ouvertement avec les nazis, mais dans l'ombre, la résistance se développait. Sabotage, assassinat d'officiers allemands, destruction des lignes de communication. Chaque action de la résistance entraînait des représailles allemandes disproportionnées. Pour chaque soldat allemand tué, 10, 20, voire 50 civils français étaient exécutés, parfois des villages entiers. La région du Limousin, où se trouvait Oradour, était considérée comme un territoire hostile. L'activité de la résistance était intense dans les forêts environnantes, embuscades, attaques nocturnes. Les troupes allemandes étaient nerveuses, paranoïaques, conscientes de perdre la guerre. Et au milieu de ces tensions croissantes, une unité militaire en particulier se déplaçait à travers la France. La 2e division blindée SS d'Arèche. Ce n'était pas une unité comme les autres. C'était une division d'élite de la Waffen-SS, des vétérans du front de lait, des hommes entraînés à la brutalité absolue de la guerre contre l'Union soviétique, où les conventions de Genève étaient lettres mortes, où les civils étaient des cibles de routine, où l'incendie de villages entiers était une tactique courante. Après le débarquement, Darèche reçut l'ordre de se déplacer vers la Normandie et de contenir l'avancée alliée. Mais la route passait par le sud de la France et la résistance ne les laisserait pas passer en paix. Le 8 juin, Helmut Kampf, un officier allemand de haut rang, est capturé par la résistance près d'Oradour, il disparaît. Les Allemands exigent sa libération, la résistance ne répond pas. Darèche est furieux, il réclame des représailles, ils veulent un exemple. Ils veulent que la population civile comprenne qu'aider la résistance a un prix. Mais pourquoi Oradour? À ce jour, aucun consensus absolu n'existe. Il est possible qu'Oradour-sur-Glane ait été confondu avec Oradour-sur-Ver, un village voisin où des activités de la résistance ont effectivement eu lieu. Il se peut aussi qu'il ait été choisi par simple commodité géographique. Enfin, il se peut qu'il ait été sélectionné arbitrairement. Ou peut-être n'était-ce pas une erreur du tout. Peut-être était-ce précisément cela, un village paisible et sans défense, délibérément détruit pour faire passer un message. Peu importe que vous y ayez participé ou non, peu importe que vous ayez résisté ou collaboré, le châtiment est collectif, la peur est universelle. Le 9 juin, des soldats de Darèche étaient déjà dans la région, ils interrogeaient les habitants des villages voisins, recherchaient Kampf, cherchaient toute justification possible. Oradour n'était qu'à quelques kilomètres, invisible, sans protection, en attente du marché du samedi. 10 juin 1944, samedi, le ciel était dégagé à l'aube, pas un nuage, température agréable, une journée idéale pour le marché, les gens se sont levés tôt, la routine habituelle, du pain frais, un café léger à cause du rationnement, des enfants couraient pieds nus dans les rues avant l'école. À 8 heures du matin, la place centrale était déjà animée. Des étals en bois, fruits, légumes, fromages locaux, des femmes avec des paniers en osier, des hommes discutant du prix des céréales, l'effervescence d'une communauté rurale qui vit pleinement. À l'école, le professeur Lefebvre organisait les élèves. Aujourd'hui avait lieu la répétition du spectacle de fin d'année. Les enfants étaient excités, certains étaient nerveux, ils apprenaient des poèmes par cœur, ils ajustaient leurs uniformes. Midi, distribution du tabac rationné à la mairie. Longue file d'attente, des dizaines d'hommes patientes, fumer était l'un des rares plaisirs qui restaient. Les rations étaient rares, alors personne ne manquait l'occasion. Marguerite Beaumont avait préparé le déjeuner pour sa famille, une soupe aux légumes et du pain rassis réchauffé. Son petit-fils de 7 mois dormait dans son berceau près de la fenêtre.
la maison embaumait le romarin. 13 heures, le soleil était haut, certains rentraient déjà du marché, d'autres discutaient encore sur la place, des enfants jouaient près de l'église, un samedi comme les autres, prévisible sur 14 heures, le bruit des moteurs, des camions militaires allemands pénètrent dans le village, pas un ou deux, mais une colonne entière, des soldats armés, des mitrailleuses fixes, des véhicules bloquent toutes les sorties. La confusion fut immédiate, des gens ont tenté de fuir, ils ont été arrêtés, des soldats criaient en allemand, des ordres que personne ne comprenait vraiment, des armes pointées. Le siège était efficace, professionnel, planifié, toutes les rues étaient bloquées simultanément, personne ne sortait, personne n'entrait. Le commandant Adolf Dieckmann était aux commandes, il ordonna à tous les habitants de se rassembler sur la place centrale, immédiatement, sans exception, vérification des papiers selon lui, procédure de routine. Les gens obéissent, que pourraient-ils faire d'autre? Ils sont encerclés, armés seulement de paniers à provisions et de cahiers d'école. Des familles entières se dirigent vers la place, le médecin, le boulanger, le forgeron, des enfants qui tiennent encore des crayons, des mères qui portent leurs bébés, des personnes âgées qui s'appuient sur des cannes. 642 personnes étaient rassemblées au centre d'Oradour, désemparées, effrayées, mais persuadées qu'il ne s'agissait que d'un contrôle, persuadées qu'elles seraient de retour chez elles avant la nuit. 14h30, les commandes changent, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes et les enfants, c'est le moment où tout change. Les soldats commencent à séparer les familles, les hommes adultes à gauche, les femmes, les enfants et les personnes âgées à droite, cris, protestations, des mères refusent de lâcher la main de leurs enfants, les soldats repoussent avec le canon de leurs fusils. Le docteur Paul Desroches tente de protester, on le saisit par les bras et on le traîne vers le groupe d'hommes, son fils de 12 ans pleure, il veut partir avec son père, un soldat le pousse vers les femmes, ce n'est qu'un enfant, il n'est pas encore un homme. 190 hommes sont séparés, divisés en petits groupes, conduits dans des granges, des garages, des hangars, 6 lieux différents, 20 à 30 hommes dans chaque groupe, encerclés par des soldats armés de mitrailleuses. Ces hommes ne comprennent toujours pas, ils pensent qu'ils vont être interrogés, peut-être arrêtés, peut-être pris en otage, personne n'imagine ce qui va réellement se passer. Pendant ce temps, 247 femmes et 205 enfants sont conduits à l'église Saint-Martin, le cœur spirituel d'Oradour, là où se déroulaient les mariages, là où se célébraient les baptêmes, là où les familles priaient le dimanche, maintenant c'est une prison. Des femmes entrent, portant des bébés, de jeunes enfants s'accrochent aux jupes de leur mère, certains pleurent, d'autres restent silencieux, paralysés par la peur. L'église est bondée, les corps sont serrés les uns contre les autres, la chaleur est suffocante. Marguerite Beaumont est là avec ses filles, avec son petit-fils de 7 mois, elle regarde autour d'elle, elle reconnaît toutes les femmes, ses voisines, ses amis, les personnes à qui elle a parlé au marché quelques heures plus tôt. Les portes de l'église sont verrouillées de l'extérieur, et puis le silence, un bref silence lourd, le genre de silence qui précède l'irréparable. Dans les granges, les hommes entendent des pas, des ordres allemands étouffés, le bruit d'armes qu'on prépare. Dans l'église, les femmes prient en silence, certaines chantent des berceuses pour calmer les bébés. Ce sera la dernière fois que beaucoup de ces familles seront réunies, parents et enfants, maris et femmes, frères et sœurs, amis, la dernière fois qu'Oradour respire en tant que communauté. 15 heures, coup de feu. Ce qui s'est passé ensuite était systématique. Dans les granges, les mitrailleuses ouvrirent le feu simultanément, des rafales courtes et précises. Les hommes tentèrent de se mettre à couvert derrière des outils, du bois, n'importe quoi, il n'y avait nulle part où se cacher, l'espace était restreint, les armes nombreuses. En moins de 5 minutes, 190 hommes étaient morts ou grièvement blessés. Les soldats ont ensuite jeté de la paille et des branches sèches sur les corps, ils les ont aspergés d'essence, ils y ont mis le feu. 5 hommes ont réussi à s'échapper, blessés, rampant à travers les flammes, cachés dans des jardins, des fossés, des ruines, témoins involontaires. Dans l'église, les femmes ont entendu les coups de feu, elles ont compris. 15h30, des soldats ont placé une grande caisse au centre de la nef, quelque chose de lourd avec des fils qui en sortaient, une bombe incendiaire improvisée, ils ont allumé la mèche, ils sont partis, ils ont refermé les portes à clé. L'explosion fut étouffée,
une épaisse fumée noire et toxique commença à envahir l'espace, les femmes tentèrent de briser les vitres, certaines y parvinrent, elles essayèrent de sauter, les soldats à l'extérieur ouvrirent le feu, une par une. Le feu se propagea, les poutres en bois du plafond commencèrent à céder, la chaleur était insoutenable, cris, prières, désespoir absolu. Marguerite Beaumont se trouvait près d'une fenêtre latérale. Elle aperçut une échelle appuyée contre le mur extérieur, elle sauta, elle reçut une balle dans la hanche, elle tomba dans un jardin, elle fit semblant d'être morte parmi les corps, elle était la seule survivante adulte de l'église. 452 femmes et enfants sont décédés des suites de brûlures, d'asphyxie ou de blessures par balle, parmi eux son petit-fils de 7 mois. À 17 heures, Oradour était en flammes, maisons, magasins, écoles, églises, tout est méthodiquement incendié, des soldats pénètrent dans chaque bâtiment, ils brisent les meubles, ils lancent des grenades, ils s'assurent d'une destruction totale, le feu a brûlé toute la nuit. 642 morts, 6 survivants. Daresh a laissé Oradour en flammes en guise d'avertissement, et il poursuivit sa route vers la Normandie. Le lendemain, le silence était différent, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de flammes, seulement des cendres, de la fumée résiduelle, et une odeur que personne parmi les présents n'a pu décrire adéquatement. Les premiers arrivants des villages voisins arrivèrent à l'aube, des paysans curieux, résilients. Ils avaient aperçu la fumée au loin pendant la nuit, mais n'avaient pas osé s'approcher. Ce qu'ils ont découvert était indescriptible, des corps calcinés dans les rues, dans les maisons, dans l'église, beaucoup méconnaissables, des enfants brûlés dans les bras de leur mère, des hommes entassés dans les granges, le médecin son stéthoscope fondu toujours autour du cou. La nouvelle se répandit rapidement, des journalistes français arrivèrent, des photographes, des officiers de la résistance, tous étaient sous le choc. La France occupée avait déjà connu des atrocités, mais Oradour était différent, il n'y avait aucune justification militaire, il n'y avait pas eu de combat, c'était une pure extermination. L'évêque de Limoges arriva 3 jours plus tard, il célébra la messe sur les ruines, il pleura publiquement. Et puis une décision a été prise. Le général Charles de Gaulle, chef de la France libre, visita Oradour après sa libération, il parcourut les ruines, il observa les décombres, les objets fondus et les murs noircis par la suie, il a donné un ordre, ne reconstruisez pas, conservez tout en l'état, comme preuve, comme mémorial, comme une plaie ouverte que la France ne doit pas laisser se refermer. Un nouvel Oradour fut construit juste à côté pour les survivants, pour ceux qui étaient revenus, mais l'ancien village demeura intact, figé, un musée involontaire de l'horreur humaine. Les funérailles étaient collectives, les cercueils s'entassaient, beaucoup étaient vides car les corps n'avaient pas été identifiés, toute la France était en deuil mais aussi honteuse, car Oradour avait mis au jour une réalité dérangeante, la vulnérabilité française, l'incapacité de la France à protéger ses propres citoyens, et pire encore la collaboration, car pendant qu'Oradour brûlait, les autorités de Vichy continuaient de coopérer avec les Allemands. Oradour devint un symbole, non seulement de la brutalité nazie, mais aussi de l'échec moral de la France elle-même. Février 1953, Bordeaux, tribunal militaire. 21 hommes sont jugés pour le massacre d'Oradour, la plupart sont déjà morts à la guerre, seuls 14 sont encore en vie, dont 13 Alsaciens. C'est là que le problème commence. L'Alsace était un territoire disputé entre la France et l'Allemagne. Durant l'occupation, de nombreux Alsaciens furent enrôlés de force dans la Waffen-SS, non pas volontairement, obligatoirement, malgré nous, contre notre gré. Ces hommes ont affirmé avoir été contraints, que la désobéissance entraînait une exécution sommaire, qu'ils n'avaient pas le choix. Les survivants d'Oradour n'ont pas accepté cette défense. Marguerite Beaumont a témoigné, elle a décrit chaque détail, elle a regardé les accusés droit dans les yeux, elle a exigé justice. Mais la France d'après-guerre était divisée. L'Alsace menaçait de faire sécession si des soldats alsaciens étaient condamnés, pression politique, tension régionale, le souvenir d'Oradour sacrifié sur l'autel de l'unité nationale. Résultat, des peines légères, et peu après l'amnistie, 1954, loi d'amnistie pour les Alsaciens concernés, libération immédiate. Les survivants étaient furieux. Le mémorial d'Oradour a refusé de recevoir les autorités françaises pendant des années. L'injustice était double, d'abord le massacre, puis la grâce. À ce jour, aucun des responsables directs n'a purgé une peine significative.
Le commandant Adolphe Dieckmann mourut au combat quelques semaines après Oradour. Il ne fut jamais jugé. Helmut Kampf, l'officier dont l'enlèvement aurait motivé le massacre, a été retrouvé mort quelques jours plus tard, exécuté par la résistance. La justice, lorsqu'elle est venue, était incomplète, politisée et insuffisante. Et Oradour demeura, des ruines qui soulèvent une question sans réponse: comment rendre justice à l'horreur absolue? Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, Oradour est toujours là. 300 000 visiteurs par an arpentent les mêmes rues, ils pénètrent dans les mêmes maisons sans toit, ils observent les mêmes objets rouillés. Ce n'est pas un musée traditionnel. Il n'y a ni reconstitution, ni figure de cire, ni mise en scène, juste les ruines et de discrètes plaques explicatives. L'église est encore debout partiellement, les murs extérieurs ont tenu bon, l'autel est calciné, les bancs détruits. Une plaque porte l'inscription: ici 247 femmes et 205 enfants ont péri brûlés vifs. Les visiteurs pleurent, même sans lien personnel, même des décennies plus tard, car Oradour n'est pas seulement de l'histoire, c'est une présence. Les écoles françaises y emmènent leurs élèves, c'est une composante obligatoire du programme scolaire, une éducation à l'horreur, à la collaboration, à la responsabilité collective. Mais le débat fait rage, il y en a toujours eu. Pourquoi s'accrocher? Pourquoi ne pas reconstruire et aller de l'avant? Pourquoi garder une plaie ouverte alors que les cicatrices sont moins douloureuses? La réponse réside dans la fonction de la mémoire. Oradour n'existe pas pour punir, il existe pour rappeler, non pas les Allemands, non pas les nazis, mais l'humanité, de ce dont nous sommes capables lorsque nous renonçons à la compassion, lorsque nous obéissons aux ordres sans les remettre en question, lorsque nous traitons d'autres êtres humains comme des cibles. Robert Hébras, l'un des derniers survivants, a passé des décennies à revenir à Oradour, guider les visiteurs, raconter son histoire. Il est décédé en février 2023 à l'âge de 97 ans. Avant de mourir, il a déclaré: « Quand il n'y aura plus de survivants, ce seront les pierres qui devront parler. » Et elles parlent, tous les murs brûlés, tous les objets fondus, toutes les rues désertes. Elles parlent du prix du silence, de la banalité du mal, du fait que les atrocités ne sont pas commises par des monstres, mais par des hommes ordinaires qui cessent de voir les autres comme des êtres humains. Oradour-sur-Glane est une question gravée dans le marbre. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une leçon claire, ce n'est pas un mode d'emploi pour éviter les répétitions, mais une question demeure. Vous souvenez-vous, comprenez-vous, savez-vous de quoi nous sommes capables? Car l'horreur d'Oradour ne réside pas seulement dans ce qui s'est passé, mais aussi dans la manière dont cela s'est produit, des hommes avec des familles, entraînés, ayant reçu des ordres, exécutant méthodiquement des civils, puis dînant, dormant, et reprenant leur route. Hannah Arendt appelait cela la banalité du mal. Il n'est pas nécessaire d'être un monstre, il suffit d'obéir, il suffit de déshumaniser, il suffit de croire que les ordres exonèrent de toute responsabilité. C'est pourquoi Oradour ne doit pas être oublié, car son mécanisme, obéissance aveugle, déshumanisation, violence collective justifiée par la rhétorique perdure. Je n'ai pas besoin de citer les conflits contemporains, vous en avez probablement déjà pensé au moins un en écoutant ces mots. Oradour est un miroir, il reflète notre propre capacité de cruauté, notre propre vulnérabilité, notre propre responsabilité. Les ruines n'apportent aucun réconfort, elles n'offrent aucune rédemption, elles n'offrent qu'une vérité crue. Ceci s'est produit, cela peut se reproduire, et c'est à nous de faire en sorte que cela n'arrive pas. Je reviens maintenant au point de départ, à la marche silencieuse dans les rues désertes, mais maintenant vous savez qui habitait chaque maison, vous savez ce qui s'est passé à chaque coin de rue, vous savez pourquoi les ruines ont été laissées en l'état, et le silence n'est plus seulement une absence, c'est un témoignage, c'est un mémorial, c'est une responsabilité. Oradour-sur-Glane, le village décédé un samedi et qui, intentionnellement, n'a jamais été enterré, pour que nous ne puissions jamais dire que nous ne savions pas, pour que nous ne puissions jamais dire que nous avons oublié, pour que le souvenir, aussi douloureux soit-il, continue de vivre. 642 personnes, un samedi ordinaire, 6 heures. Oradour-sur-Glane n'a pas été détruit par accident, il n'a pas été victime de tirs croisés, ce n'était pas une erreur stratégique, c'était un choix, une décision humaine prise par des hommes qui sont rentrés chez eux ensuite, qui ont écrit des lettres, qui ont dormi, qui ont continué à vivre pendant qu'Oradour brûlait. Et la France a décidé de ne jamais panser cette plaie,
car il y a une différence entre se souvenir et préserver. Se souvenir peut se faire par des monuments, des plaques commémoratives, des cérémonies annuelles. Préserver, c'est autre chose. Préserver, c'est laisser la destruction intacte. C'est contraindre chaque génération à parcourir les mêmes rues, à voir les mêmes objets fondus, à ressentir le poids du silence. Autrement dit, cela ne peut être embelli, cela ne peut être résumé, cela ne peut être transformé en un symbole rassurant. Mais la question qu'Oradour nous laisse ne concerne pas le passé, elle concerne le présent, nous-mêmes. Première question. Si vous aviez été parmi les soldats ce jour-là, auriez-vous désobéi? Auriez-vous risqué votre vie pour éviter d'exécuter des civils non armés? Ou auriez-vous obéi comme la plupart parce que les ordres vous exonèrent de toute responsabilité? Il est facile d'imaginer que nous serions des héros, que nous refuserions, que nous verrions l'horreur de ce qui nous était demandé. Mais l'histoire nous montre à maintes reprises que la plupart obéissent, non par malice mais par peur, par pression, par la banalisation progressive de l'inacceptable. Deuxième question. Jusqu'où s'étend notre responsabilité pour ce qui se passe en notre nom? Les soldats allemands ont invoqué les ordres donnés, les autorités françaises ont plaidé l'impuissance, les Alsaciens ont dénoncé la coercition, et au final, qui a vraiment payé, qui a été tenu pour responsable? Oradour nous apprend que les atrocités ne surviennent pas de manière isolée, elles se produisent au sein de systèmes, de hiérarchies, de structures où la responsabilité est si diluée que personne individuellement ne se sent coupable. Et c'est... Troisième question. Que faire du souvenir de l'horreur? Combien de temps le conserver? Et dans quel but? Éduquer, effrayer? Faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais? Mais cela arrive, cela continue de se produire, peut-être pas exactement de la même manière, peut-être sous un autre nom. Mais l'essence, la déshumanisation, la violence collective, les justifications idéologiques demeurent. Alors peut-être Oradour ne signifie pas ne jamais oublier, peut-être qu'il s'agit de ne jamais cesser de se poser des questions. Remettez en question l'autorité, remettez en question les ordres. Remettez en question ceux qui tentent de nous convaincre que certains groupes de personnes sont moins humains, moins méritants, moins dignes de compassion, car c'est ainsi qu'Oradour s'est produit, pas d'un coup, progressivement, de petites déshumanisations qui se sont accumulées jusqu'à ce que l'incendie d'un village entier paraisse acceptable, justifiable, nécessaire. Et si vous pensez que cela appartient uniquement au passé, regardez autour de vous, laissez vos commentaires ci-dessous. Croyez-vous que la préservation de ruines comme Oradour empêche réellement de nouvelles atrocités? Ou la mémoire à elle seule ne suffit-elle pas? Seriez-vous prêt à visiter un tel endroit? Et si oui, que ressentiriez-vous en parcourant ces rues? Je souhaite connaître votre point de vue. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des réflexions nécessaires. Si ce documentaire vous a fait réfléchir, s'il vous a interpellé d'une quelconque manière, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à le soutenir et à vous abonner à la chaîne, car nous continuerons d'explorer des histoires comme celle-ci, des histoires que la mémoire collective préfère souvent oublier. Des histoires qui n'apportent pas de réconfort mais qui révèlent la vérité. Dans la prochaine vidéo, nous irons dans un autre lieu où le temps semble s'être arrêté, un autre mémorial involontaire, une autre plaie qu'une nation a choisi d'entretenir, car l'histoire n'est pas faite que de victoires et de héros. Elle est aussi faite de silence, de ruines et de questions auxquelles aucune génération ne peut répondre pleinement, mais auxquelles chaque génération doit faire face. Oradour-sur-Glane est toujours là, elle attend, les pierres parlent encore. La question est: sommes-nous à l'écoute? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et n'oubliez pas, souviens-toi, souviens-toi.